Pourquoi en fait le triathlon? Ça, c'est une question que je t'avais jamais posée. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as dit, je vais mettre de la natation puis du vélo aussi avec? Que ce soit plus compliqué ma Ouais. journée. Comme ça, je me lève plus tôt. Non, c'est parce que je faisais du trail, mais au bout d'un moment, je me lassais de tout le temps faire les mêmes entraînements. Ouais, je me suis assis et là, il y a tout qui est sorti, quoi. Les émotions, les larmes. On vient de chercher avec une chaise roulante pour aller au Samaritain. Mais tant que toi, t'as pas l'électrochoc de dire, ah ouais, faut que je m'en sorte maintenant, bah en fait, tu continues à te laisser aller, quoi. Salut les amis, alors voilà, j'ai le plaisir de débuter ce 7e épisode avec Clément, qui est un ami à moi, et on va pouvoir parler de divers sujets. Donc je vais donner la parole assez vite à Clément. Est-ce que tu arrives à te présenter, Clément? Alors, je m'appelle Clément, j'ai 25 ans. Je suis originaire de Bagne. Mhm. Maintenant, j'habite à Fuyer. Ouais, J'ai fait un apprentissage d'employé de commerce et puis maintenant, je suis professionnel en triathlon longue distance. magnifique. Donc ça va être voilà, le premier professionnel que je peux accueillir. En tout cas, j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Tu sors de compétition, on va reparler de ça, mais dans une deuxième partie du podcast. Souvent, j'aime bien introduire comment est-ce que j'ai fait la connaissance des personnes. Et nous, c'était sur une sortie de cyclisme. Exactement. Ouais, tu veux un peu commencer, début de l'histoire, on va dire? C'était un groupe organisé pour faire un tour à vélo. Ouais. Et puis, dans le groupe, on était les deux. On a commencé un peu à discuter. On a Mhm. fait la montée ensemble, si je m'en Mhm. souviens bien. Le début de la montée, ouais. Et puis, on a discuté, puis on a appris à se connaître. Ouais. Ouais, c'était ça, c'était une sortie en détente, ce qu'on appelle ici les Rides the Alps. Mhm. En fait, ils ferment une route de col, et puis comme ça, il n'y a pas de voiture. Et on monte tranquillement, chacun à son rythme, il n'y a pas de chronomètre. Toi, tu étais en sortie, je crois, zone 2, voilà, avec le gravel. C'était Ça ça? devait être ça, ouais. J'avais un gravel, en plus monoplateau. Ouais, Et c'est vraiment sympa cette journée-là. ouais. À ce moment-là, donc, bah, toi, tu avais le coach qui te dit aussi quoi faire, mais donc, tu étais libre de monter à ton rythme du moment que tu te mettais pas trop dans le rouge. À l'inverse, moi qui étais à côté de toi, j'étais bien dans le rouge et j'étais pas en monoplateau. Enfin voilà, j'étais pas dans une grande forme. Je me rappelle de ce jour-là, mais j'avais pris du plaisir parce que ben toi tu te prenais pas la tête et puis c'est vrai qu'on était devant le groupe et c'est là aussi que j'ai dit ben ouais ce gars-là il m'a dit qu'il était professionnel, mais en même temps j'ai pas ressenti on pourrait dire d'arrogance ou de choses Mm. comme ça. Je me suis dit non, il est vraiment cool, il est de la région. Et puis j'aurai du plaisir à le recroiser après prochainement sur d'autres sorties parce que à la moitié du col, bah, je l'ai laissé partir, je pouvais plus suivre la cadence. Et puis voilà, ça s'est arrêté là ce jour-là, quoi. Exactement. Voilà. Après, on s'est recroisés deux, trois fois. Et c'était quand il y a 2 semaines, on s'est croisés au bord de la piste. Oui, Tu faisais un de tes derniers entraînements et on s'est dit qu'on aurait du plaisir à enregistrer un podcast, et notamment pour parler d'un sujet qui te tenait à cœur. exactement. En fait, quand j'ai essayé d'avoir ma licence professionnelle en triathlon, Mhm, euh, j'ai déménagé à Gérone, en fait, mhm, pour essayer d'avoir toute l'infrastructure nécessaire, en fait, pour m'entraîner au mieux, mhm, entre entouré des meilleurs triathlètes, en fait. Et mhm. puis c'est là que je suis parti en Espagne. Voilà. Ça, c'était quand, si on met une C'était date? en novembre 2023. Ok. Et Et j'ai fait 2023, 2024. ouais, Et puis début 2025, je suis rentré. ouais. Est-ce qu'on peut expliquer aussi, parce que moi, Gironne, même avant de m'inscrire sur une course dernièrement, je ne savais pas situer, tu vois, mais où est-ce que c'est et pourquoi en fait est-ce que c'est un peu un berceau et un terrain fertile pour les triathlètes, les meilleurs mondiaux, on va dire? Alors en fait, c'est à 1 heure de Barcelone en direction de la Ok. France. C'est entre Barcelone et Andorre. Mhm, Et le terrain, en fait, il est vraiment parfait pour aller à vélo parce que il n'y a pas de grande montée comme en Valais où c'est 15 km et puis tu as 1000 de dénivelé. mhm, C'est vraiment des bosses de 5 km où tu as 400, 500 de dénivelé. Et puis tu peux mhm. vraiment faire des longues sorties en accumulant du dénivelé sans forcément t'en rendre compte. Ouais, Et puis avec tout ce qu'il y a autour, en fait, les forêts, tu peux faire beaucoup de gravel, de trail. ouais, Et c'est vraiment le berceau en fait des triathlètes et puis aussi des cyclistes professionnels. ouais. Mais en fait, vu que donc moi j'ai ma belle famille aussi qui a
une maison à Font-Romeu qui est pas très loin, qui est un peu derrière. C'est vrai qu'il y a aussi les gros massifs derrière. Donc Oui, si on veut aller en altitude, il y a des stages en altitude aussi qui se font pas très loin. exactement, c'est très proche. Je crois que c'est 1 heure de route, Ouais. c'est un truc comme ça. Mhm. Puis tu es en altitude, autant ils vont à Andorre qu'à Front-Romeu. Ouais. C'est vraiment les deux endroits clés où ils vont. Mhm. Après, c'est plus loin, ils vont aussi au Sierra Nevada. Mhm. Je Ouais. crois que c'est 1 heure et demie ou un truc comme ça. C'est pas Ouais. vraiment plus loin, mais. Ouais. Et t'as pris du plaisir en étant là-bas? Est-ce que t'as voilà, vraiment gardé des bons souvenirs, fait des belles rencontres aussi? Alors, des souvenirs, oui. Les routes, comme je disais, c'est juste incroyable. Mhm. Tu pars seul, tu finis avec un groupe où tu es 5, Mhm. et puis tu passes un bon moment, des partages de connaissances, Ouais. etc. Et ouais, non, j'ai que des bons souvenirs là-bas. Enfin, Ouais, une cool. grande partie des bons souvenirs. Ouais. Et donc, comment est-ce que ça se passe quand ben, toi, tu as voulu aller chercher donc, ta licence professionnelle? Il y a eu l'accession. Donc, Mm. au final, tu passes, on pourrait dire, d'un très bon triathlète amateur à il faut quoi? Il faut des points. Il faut, comment est-ce qu'on obtient cette licence-là? Alors, c'est un peu compliqué. Après, chaque Ouais, nation a sa propre. Comment un dire barème différent. Ouais. exactement. En Suisse, tu dois faire 3 courses avec moins de 10% de différence avec Mhm. le premier professionnel. Ok, Ils prennent pas par rapport au age group, c'est vraiment le premier professionnel et ils prennent, tu dois avoir moins de 10% de différence. intéressant. Et ensuite, tu dois avoir au moins top 3 sur les championnats d'Europe ou les championnats du monde. Ok, Et moi, à ce moment-là, j'avais fait premier à Tallinn au championnat d'Europe et puis j'avais eu 2 courses, je crois, avec ces 10%. ouais, Du coup, ben, j'ai été accepté. magnifique. Et tu l'as vécu un peu comme une victoire immense, personnelle. Comment est-ce que tu l'as vécu quand on t'a officialisé, je sais pas, par mail, peut-être par lettre, de dire, bon voilà, ça y est, j'ai ma carte, ça commence maintenant. Alors, ça a été incroyable, c'est vrai. Je m'étais dit, je me laisse encore 1 an, enfin non, 2 ans pour avoir cette licence Ouais. professionnelle. Et en 1 année, je l'ai obtenue. Mhm. Sur le moment, ça a été une explosion de joie, mais par la suite, c'est pas évident à l'accepter. Et t'as un peu ce syndrome de l'imposteur et les premières courses ont été difficiles Ouais. avec cette nouvelle étiquette, je viens de dire. Mhm. Parce que donc sur des courses, comme tu le disais, toi-même, tu pouvais participer à des courses où il y avait des professionnels. Mhm. Mais tu arrivais avec plus de relâchement, tu avais la pression saine de résultat de te dire j'aimerais me rapprocher de ce top 10%, 10% d'écart. Mais là, quand toi, tu arrivais en tant que triathlète professionnel, tu te disais quoi ah, il y a des amateurs, j'ai pas envie qu'ils finissent devant moi. Comment est-ce que tu avais quoi comme pensée à ce moment-là, du coup? Bah, il y a ça, mais Mhm. après, la grande différence, c'est que en age group, comme on Ouais, dit, ouais, c'est des rolling start. ouais, Ça veut dire que chaque 5 secondes, tu as 5 athlètes qui partent. oui, Ça fait moins de pression parce que tout le monde est mélangé. Au final, tu sais pas où tu es vraiment dans le classement. tout à fait, oui, oui, Et en oui. professionnel, c'est un mass start. C'est-à-dire Voilà, que les professionnels partent. oui, Et 5 minutes après, je ouais, crois que c'est 5, non, 10 minutes après, il y a les age groups qui partent. tout à fait. Et déjà là, ça met une pression en plus Un parce peu que tu plus. sais exactement où tu es dans le classement. Ouais. Tu te dis, si tu sors dernier de l'eau, ben, tous les spectateurs vont devoir sortir dernier de l'eau, puis ils savent que c'est les professionnels. Mm. Et du coup, ça met aussi un stress supplémentaire. Ouais. Et c'est ça qui m'était beaucoup plus dur, en fait. Mhm. Après, d'une fois que t'es lancé, ben, t'es lancé, tu y penses plus vraiment. Mais les départs, c'était vraiment Ouais. pas évident. T'es jeune et tu as eu à gérer ça jeune. Est-ce que à ce moment-là, tu avais une personne qui était passée par là, des triathlètes, mais avec 10 ans d'expérience, qui t'ont aussi fait relativiser ou t'ont donné des conseils, ou alors plutôt de te dire, bah, c'est un monde où un peu chacun essaie de s'en sortir seul, ou alors c'est ton coach, ta personne de Mhm. référence. Comment est-ce que toi aussi tu t'es dit, ben, je passe par ce processus-là, mais il y a d'autres personnes qui ont vécu ces difficultés-là? Alors, c'est vraiment un sport qui est très individuel. Ouais. Et malheureusement, non, j'ai pas eu de conseils par d'autres professionnels avant. Mhm. J'étais vraiment été lancé comme ça sur une ligne de départ et puis on m'a dit un peu, ben voilà quoi, t'as ta licence, maintenant il faut y aller. Mhm. Et c'est ça aussi que j'aimerais dans le triathlon, c'est avoir cet esprit qu'on a dans le trail. Mhm. Triathlon, c'est très droit. Mhm. C'est un peu comme si on compare avec le tennis. Au final, c'est vraiment chacun a son infrastructure Mhm. et personne parle un peu entre eux.
Alors que le trail, c'est très familier, tout le monde va se donner des conseils. Au départ, on va discuter, etc. Mhm. Alors que le départ de triathlon, j'ai jamais vu un départ aussi tendu. Personne parle et Ouais. c'est ça qui est dur aussi dans ce sport. Et que moi, des fois, je me perds aussi là-dedans. Ouais. Mais je pense que la personne que j'ai en face de moi, tout comme la personne que tu as en face de toi, bon, on va encore beaucoup évoluer dans le sport. Et Mhm. c'est aussi, on va parler un peu de l'ultra-endurance, parce qu'on apprend aussi beaucoup sur nous. Il y a beaucoup d'introspection. Toi, si on parlait un peu des distances dans lesquelles tu t'es spécialisé, pour qu'on ait une idée aussi du chronomètre souvent que tu ambitionnes. Mhm. Mais voilà, ça donne une idée. Est-ce que tu fais plutôt du triathlon short distance, middle ou alors longue distance? Toi, tu es sur quel type de distance, Clément? Alors moi, j'étais sur longue distance. Mhm, Enfin, pour l'instant, semi. mhm. Ce qu'on dit, c'est 1,9 km de natation, Ouais, 90 km de vélo et 21 de course à pied. ouais. Je suis parti là-dessus aussi parce qu'on savait que déjà à l'âge de mes 16 ans, j'étais plus sur du longue distance. Mhm, À 16 ans, je faisais déjà des 30 km en trail, mais en course. mhm. Et je suis aussi parti là-dessus en triathlon parce que j'ai des lacunes en natation et sur short distance, tu peux pas avoir une lacune à quelque part. Ok, Du coup, je me suis intéressant. vite dirigé sur le longue distance. Ouais. Ouais, on se dirait, ben, ok, je sais pas, il y a peut-être une plus petite distance à faire en natation, du coup, c'est plus avantageux. Toi, tu me dis que non. Donc, voilà, c'est que c'est. Non, parce que sur une minute Ouais. en short distance, tu as peut-être 3 ou 4 personnes qui sont arrivées Mhm, à l'arrivée. mhm. Sur une minute, sur semi-Ironman, tu en as peut-être un, voire deux au grand max. Ouais, Et du coup, tu peux pas avoir une erreur sur short distance. ouais, Tu es obligé d'être parfait dans tout. Autant les transitions qu'en natation, enfin, ouais. tout est hyper calculé. On pourrait dire c'est comme un pit stop en Formule 1, quoi. T'arrives et voilà. Mais moi, je pense que ce sera plutôt l'année prochaine que je me tenterai peut-être sur un triathlon. Mais c'est vrai que je trouvais astucieux, des fois même sur des Ironman, des personnes qui prennent plus de temps pour mettre des chaussettes pour le côté aéro, peut-être aussi pour le côté confort. Mais on voit que dans les transitions, il y a des choix qui sont différents et des fois un peu à l'inverse de ce que la masse va faire. Ouais, bah, même chez les professionnels, si on regarde au championnat du monde, où on Mhm. voit par exemple un Sam Laidlow qui prend le temps de mettre ses chaussettes, Mhm. compression aussi qui Ouais, font aéro, ouais. puis d'autres qui partent pieds nus. Mhm. Au final, peut-être qu'ils perdent un peu de temps à la première transition, ils vont gagner à la deuxième. Ouais. Et on remarque souvent quand même que quand il pose le vélo, il est déjà premier de toute façon. Et Ouais. après, il faut aussi avoir les compétences à vélo pour rattraper ce retard, ce gap. Ouais, c'est ça. Mais je pense que Mais c'est très stratégique, quoi. Il y a trois sports. Moi, en tant que coach, quand je prépare des fois des personnes qui préparent un 10 km, un marathon, des fois ils sont multisportifs, donc je dois gérer un peu bon, le fait qu'ils fassent de l'escalade ou du badminton à côté. Mais toi, c'est trois, sans compter le renforcement musculaire. Et des fois, après, sur ta pratique, donc là, triathlon, tu as le format Xterra qui peut être un peu plus typé VTT trail, si je me exactement. trompe pas. Ouais. Mais toi, tu es vraiment sur Ironman, plutôt route. Et ce qui veut dire que des fois aussi, tu fais du trail et du ski alpin en hiver. Donc, tu es un des profils les plus multisportifs qui peut exister. Comment est-ce que tu arrives à gérer ça quand tu es en saison, tu te dis non, je fais vraiment gros focus triathlon, ou dans une saison de triathlon, tu te laisses aller des fois un peu à droite et à gauche sur des petits défis? Non, alors je me laisse assez l'ouverture d'aller faire d'autres sports. Je Mhm. pense vraiment que pour performer et puis durer dans un sport, il faut vraiment aussi le prendre plus, pas à la rigolade, mais avec moins de gros focus en fait. Mhm. Et je trouve que de laisser l'esprit aussi se libérer et faire autre chose, Mhm. ça fait juste un équilibre mental et c'est ça qui m'a fait continuer dans le triathlon aussi, je pense. Ouais. Et c'est vrai que maintenant, mes saisons d'été, Mhm. j'essaie vraiment de faire autant triathlon que trail. Ouais. C'est-à-dire peut-être que j'ai 4 courses de triathlon, mais je mets toujours 3 courses de trail à côté. Ouais. Donc ça, là, c'est ce que tu as fait là. C'est aussi parce que tu te rappelles qu'à 16 ans, tu faisais déjà des trails de 30 km. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit aussi, ah, est-ce que je reste pas dans le trail? Pourquoi en fait le triathlon? Ça, c'est une question que je t'avais jamais posée. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as dit, je vais mettre de la natation puis du vélo aussi avec? Pour que ce soit plus compliqué mes Ouais. journées. Comme ça, je me lève plus tôt. Non, c'est parce que je faisais du trail, mais au bout d'un moment, je me lassais de tout le temps faire les mêmes entraînements.
Ouais. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de question, quoi. Tu mets tes chaussures de course à pied, tu pars tous les jours. Mhm. Et j'ai besoin de diversifier un peu mon sport. Mhm. Puis je suis tombé sur une vidéo des Jeux Olympiques de triathlon. Puis je me suis dit, ah ouais, mais c'est incroyable. Mhm. Ils ont 3 sports. Puis je me demandais comment ils préparaient leur journée, comment ils s'entraînaient. Puis je me disais, il faut que j'essaye. Ouais. Mais j'avais jamais mis les pieds dans l'eau, en fait. Je savais nager, mais pas T'es nager parti vraiment, voilà, en de... sport, quoi. Ouais. Et ça a été long. Ouais. Ça a été très long pour Ouais. la technique. Ouais. Mais c'est comme ça que j'ai débuté. Ouais. Et tu considères que sur les 3 sports, est-ce qu'il y en a un où tu te considères meilleur? Est-ce que ça reste la course à pied parce que c'est de là où tu viens? Ou tu estimes que le vélo maintenant, quand tu compares aux autres, tu as plus de performance dans le vélo qu'en course à pied? Non, je pense que mon point fort, il reste comme sur la course à pied. Mhm. C'est là où souvent j'ai un peu les meilleurs temps comparé aux autres. Mhm. Vélo, après, ça peut aussi énormément dépendre du terrain, de si c'est vallonné, si c'est plat, si c'est montagneux. Tout à fait, ouais. Ça peut énormément changer par rapport au profil des coureurs aussi. Ouais. Donc après, effectivement, nous, on s'était aussi recroisés au triathlon des îles et aussi ici. Mhm. C'était la base des championnats suisses. Oui. Et ils avaient mis une montée que je suis allé faire l'autre jour qui est 500 mètres, mais c'est 500 mètres de col, quoi. Et ça, avec un vélo de triathlon, on va dire, avec prolongateur, chronomètre, ça se fait bien ou c'est compliqué et c'est déjà stratégique de se dire est-ce que je le prends pas? Alors, c'est vrai que c'est très stratégique Mhm. sur le fait aussi du reste du parcours qui est dans les vignes avec un revêtement qui était pas Ouais, terrible, très ouais, dangereux, ouais, avec beaucoup de virages. ouais, Alors là, on se dit déjà, bon, un vélo de contre-la-montre, c'est plus dur à manier. ouais, Ok, c'est le premier facteur. Après, il y a le braquet au final. ouais. Est-ce que je mets un monoplateau? Est-ce que derrière, je mets un 11-34, un Mhm, 11-36? mhm, Est-ce que je mets ma roue lenticulaire? mhm, Et c'était une longue discussion avec mon coach. Et au final, je me suis dit, bon, autant prendre tous les risques. mhm, Et là, je suis parti. J'ai quand même mis 2 plateaux. mhm. J'étais en 11-34 et j'avais mis ma roue lenticulaire. Ouais, Et la montée, au final, j'étais surprise. C'est plutôt bien passé. ouais. Après, je me suis dit, bon, c'est court. Sur les 90 km, Mhm. ça sera un peu pousse tout ce que tu peux et tu fais de l'apnée. Et puis quand tu es en haut, tu as une descente pour récupérer. Ouais, elle est longue la descente après, Et effectivement. c'est ça que j'ai fait. Au final, j'ai poussé tout ce que j'ai pu durant cette montée. Ouais, Puis en essayant de récupérer mes jambes à la descente. ouais. Puis une fois qu'on arrive à Sierre, il y a ce long bout plat jusqu'à Sion où aussi on peut faire tourner les jambes Mhm. et récupérer. T'étais satisfait de cette course-là? C'était plutôt une bonne course? Oui, il faisait chaud aussi, hein. Il faisait chaud, c'était mon retour sur la course au Ouais, final parce que j'avais fait une avant où malheureusement j'ai pas fini. ouais. Et là aussi au départ beaucoup de choses se passent dans la tête Mhm, et au final c'est bien déroulé mhm, jusqu'au je dirais au 19e kilomètre à pied mhm. où après comme on dit j'ai fait popcorn quand j'ai explosé. Ouais. Mais en plus, tu étais à la maison. Triathlon des îles, c'est cœur du Valais. Donc, comme tu dis, tu viens de Bagne, tu t'entraînes beaucoup dans la région. Donc, Mhm. des fois aussi, est-ce que concourir à domicile, c'est plus de pression, on pourrait dire aussi? Il y avait plus de pression Mhm, aussi du fait que j'avais pas fini de course cette année-là, que c'était vraiment la première où je voulais finir. En plus mhm, à la maison, mhm, où il y a eu des antécédents les derniers mois avant. mhm, Et c'est vrai que ça m'a mis une pression en plus. mhm, Et au final, sur une départ, je me suis dit, bon, bah, c'est ma course au final, que les gens pensent que j'ai bien fait ou pas. mhm, C'est leur pensée. Moi, je mhm. sais au final ce que j'ai donné par rapport à ma forme du jour. Ouais, c'est clair. Il y a beaucoup de, bon, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, de dire, ben, ok, ça c'est une bonne paire. Voilà. Puis en fait, on regarde un post, on a 10 secondes pour prendre une décision de dire est-ce que c'est bien, Mhm. pas bien. Mais toi-même, tu sais qu'il y a tellement de facteurs. Il y a personne qui était là au virage 88, qui était là, qui t'a vu. Enfin, en fait, nous, on voit qu'une portion. Moi, je t'ai vu qu'en course à pied, puisqu'on peut pas t'accompagner sur 90 km de vélo. Mais une course, c'est 6 heures, 7 heures, 8 heures. Des fois, en ultra distance, comme moi, là, je me renseigne, c'est des fois 2500 km. Donc, tu pars sur Ouais. 6 jours, 7 jours. On passe par des émotions et des fois, c'est résumé en un post, comme ça. Et
tellement dur maintenant, tu vois, c'est pour ça qu'on fait un format long podcast pour parler de ça, mais même si on fait un podcast de 50 minutes, on n'aura pas abordé tout ce qu'on a vécu dans notre vie de sportif qui a peut-être 15 ans, tu vois. Non, c'est vrai, c'est maintenant avec les réseaux, n'importe lesquels, Insta, Strava, Mhm. etc., c'est tellement vite jugé. Et en plus, quand on voit cet athlète-là, les professionnels, on va encore plus regarder ces données, Ouais. où on va se dire, ah, mais j'ai couru plus vite que lui sur mon footing, Mhm. et il est professionnel, pourquoi moi je le suis pas? Mhm. Alors qu'au final, derrière, il y a tellement de recherches. Si j'ai couru, je sais pas, en 5:30, c'est qu'il y a une raison. Mhm. C'est pas que je l'ai fait par plaisir. Mhm. Et ça, les gens, ils voient juste le chiffre, mais ils vont pas chercher plus loin. Ouais. Alors, ce que je me rends compte, moi, maintenant aussi, et là, je vais plus parler de mon expérience, mais j'essaie de faire en sorte que certains de mes clients ressentent la même chose, c'est arriver avec l'état de fraîcheur plus qu'un autre état, en fait, de fatigue, typiquement. Mhm. Et voilà, il y avait les 10 kilomètres de Payerne, mais il peut y avoir aussi d'autres courses que j'ai faites. C'est de dire, ok, même si les dernières séances, elles passent pas, la dernière semaine, même des fois une semaine et demie, tu coupes, tu coupes, tu coupes, t'arrives, t'as qu'une envie, c'est d'y aller, tu vois. Et j'avais un de mes amis aussi, Rémi, qui avait enchaîné 3 Aerox, dont 2 en pro, et on était alignés sur la même course. Et Rémi, c'est quelqu'un qui court de base bien, mais là, il est arrivé sur cette course-là, et il m'a dit, Bastien, franchement, pas la monstre forme, même pas trop l'envie de la faire. Et bon, c'était entre amis, donc il l'a faite. Mais on voyait que là, il avait accumulé ces 3 courses-là, et que s'il s'était écouté, il l'aurait pas faite. Enfin, si on n'était pas là, je pense qu'il l'aurait pas faite. Mhm. Donc c'est toi aussi, est-ce que tu te dis, ok, il y a des courses où je suis arrivé, soit elles étaient trop proches, ou alors j'ai senti que j'avais un peu trop forcé sur l'entraînement, ce qui fait que ce jour-là, honnêtement, le corps il répondait pas autant que ce qu'il aurait dû. J'ai un bon exemple. Ouais. Quand j'ai commencé les semi-Ironman, Mhm. je me rappelle, j'avais fait mon planning et j'avais fait Aix-en-Provence. Ouais. Ensuite, j'avais une distance olympique en Suisse qui était à Spitz, sauf erreur. Mhm. J'avais un autre olympique distance. Mhm. Et puis, j'avais fini avec celui de Rapperswil. Ouais. Et pourquoi j'avais fait ça? Parce que Aix-en-Provence, j'avais pas eu mon slot Mhm. pour le championnat du monde. Mhm. Mais je voulais faire quand même la série suisse. Et je me suis dit, ok, je vais m'inscrire à Rapperswil. Ouais. Et ça, tout c'était consécutif. Ouais. Du coup, il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de récupération, il n'y a rien. C'est juste enchaîné. Ouais, c'est ça. Et j'ai remarqué qu'à Rapperswil, il y avait plus cette flamme en moi qui avait Mhm. envie de le faire. C'était juste pour avoir mon slot. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est qu'au 5e kilomètre en course à pied, ben, j'ai marché. Mhm. Et je me suis dit là que est-ce que ça valait la peine de se mettre dans cette étape pour un slot? Mhm. Donc il y avait d'autres courses durant la saison, non. Ce que ça m'a fait prendre un mois de presque de récupération parce que mon corps en pouvait plus. Ouais. Alors je pense que la récupération est très importante. Mhm. Après, c'est sûr qu'au départ, on peut se dire, bon ben, je le fais comme un entraînement, je le fais pour le plaisir et on switch de mode. Mhm. Ce qui aurait pu être aussi astucieux pour juste prendre de l'expérience, faire de l'endurance fondamentale et puis pas forcer le corps. Mhm. Et c'est vrai que c'était une bonne expérience et maintenant je fais plus attention Ouais. à comment je planifie et surtout dans le mindset où je pars à la course. Mhm. Mais c'est vrai que c'est dur des fois à se dire, je prends mon dossard, j'ai un dossard sur moi, mais je le fais en endurance. Souvent c'est très dur et presque, en tout cas pour moi c'est impossible. Ouais, je trouve que c'est très difficile. Honnêtement, c'est très difficile. Je le vois plus dans le biathlon, où il y a du tir et du ski de fond, où tu n'es plus dans la course. À ce moment-là, tu utilises les autres tirs d'après comme des tirs d'entraînement. Mhm. Et puis, voilà, tu ne joues plus le podium ou quoi que ce soit. Donc, voilà, tu finis. Et il y en a qui finissent effectivement, ils appuient plus sur les bâtons. Et puis, voilà. Donc ça, je le vois. Mais c'est vrai que se dire dès le départ, tu pars tranquille, c'est encore une autre configuration. Et là, je commencerai à rajouter aussi le facteur financier, de te dire, ouais, ces dossards-là, je pense que les prix ont augmenté aussi avec l'inflation, mais un half, parce que Laurine, elle va faire celui de Rapperswil, c'est 500, 600 francs. Exactement. Voilà, donc 500, 600 francs pour se faire un entraînement, je sais pas ce que tu en penses.
Bah, ce qui est dur aussi, c'est que le prix il augmente par rapport à l'échéance de la course. Plus t'attends, plus le prix il augmente. Ouais, Mais après, à savoir un an à l'avance son planning d'après, déjà presque pas possible. ouais, Et c'est vrai qu'à ces montants-là, tu as juste envie d'être frais, prêt le jour de la course et performer. ouais, Parce que je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui disent, bon, ben allez, mon entraînement, il va me coûter 500 francs aujourd'hui et ouais. ça ira. T'as tout, hein. Moi, je dis aussi, t'as le sac, l'organisation, le côté médical, les ravitaillements. Enfin bref, c'est un entraînement de luxe, on va dire. Mais c'est vrai que ça coûte, quoi. Bon, là, ça va pas. Enfin, ça va. Non, pas vraiment le prix. Mais c'est que c'est en Suisse. Du coup, tu peux te déplacer Ouais, en ouais, train ou en ouais, voiture. ouais, Mais après, quand tu payes 500 francs ton inscription, que tu as le vol à prendre, tu payes ton vélo dans l'avion, ouais, l'hôtel, toute la nutrition sur place à l'hôtel, ouais. ça fait vite des gros montants. Alors, c'est sûr que si tu pars à l'étranger, ça devient plus un entraînement, quoi. Ah ouais, clairement. C'est que c'est réfléchi et que tu es Mhm, obligé d'être frais et prêt le jour de la course. clairement. Quand tu m'as parlé de ça, c'est vrai que moi, bah, maintenant, j'ai mes vélos de route. Souvent, je me déplace en voiture. J'ai jamais mis mon vélo dans à part en train, dans une valise, mais j'avais pas besoin de démonter plus que tant. Vous, il y a tous les réglages avec les prolongateurs et tout. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il y a effectivement du stress de se dire, ah ouais, mon vélo, ils en ont pas pris soin et tout. Une valise aussi, je pense qu'il y a différents modèles de valises. Mhm. Comment ça se passe un peu tout ça pour le voyage avec son vélo de triathlon? C'est autant de stress que le jour de la course, je Ouais. pense. C'est que ben, déjà, il faut tout le démonter pour mettre dans la valise. Il faut prendre Mhm, les repères, etc. mhm. Souvent, il y a des graduations. Du coup, on les note Faites des sur un marques. carnet, Ouais, etc. ouais, ouais. Pour, euh, pour les remonter le plus facilement possible. Et ensuite, moi, ce que j'aime pas trop, c'est si quelqu'un vient m'aider à le démonter et à le remonter. C'est que je sais pas ce qu'il a fait. Mhm, Je sais pas si c'était bien serré. Je sais pas s'il a fissuré quelque chose et que durant la course, ça va casser ou que ça va se mhm, desserrer. Du coup, c'est vraiment mon matériel comme ça, sensible. Il n'y a personne qui touche, je m'en occupe moi. mhm. Et après, concernant les caisses de vélo, il y en a tellement de sortes. Il y a les soft, il y a les rigides, il y a Ouais. tellement de marques différentes sur le marché. Mhm, Moi, j'ai par exemple une rigide. mhm, Alors, côté pratique, il y a moins de chances que ça casse. mhm. Mais il faut démonter un peu plus son vélo que dans une soft. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut enlever les prolongateurs, il faut enlever le guidon, etc. Que dans une soft, tu enlèves tes prolongateurs, le guidon, tu n'as pas besoin de le toucher. Ouais. Mais s'il y a une valise qui tombe dessus, eh ben, il n'y a plus rien, quoi. Ouais, on va dire, là, on rentrait pas trop dans les chiffres parce que, bon, c'est pas aussi le but de dire, bon, bah voilà, moi aujourd'hui, je vais mettre X milliers, mais globalement, quand on est professionnel, le matériel, après, il commence à impacter aussi sur la performance. Euh, Toi, tu t'es dit, ok, est-ce que maintenant que je suis passé professionnel, il faut que j'investisse autant, que ce soit dans la combinaison, que ce soit dans le vélo et tout, ou ça, tu l'avais déjà fait en amont pour te dire déjà pour me rapprocher des professionnels, il faut que j'ai le matériel adéquat. Est-ce que ça s'est fait euh, au fil de l'eau, au fil des années, où tu t'es dit non, vraiment dès le début, ce projet-là, il faut que j'investisse. Non, alors moi j'étais un peu, je sais pas si c'est l'ancienne école ou etc. Mais Mhm, je me suis vraiment dit, je vais pousser au maximum d'abord tout ce qui est performance pure mhm. et ensuite je vais regarder le matériel. Ouais, Et c'est ce que j'ai fait jusqu'à me dire, je me laisse 2 ans avant de passer professionnel. ouais. C'est-à-dire que j'avais un Scott Plasma autant vieux que... Ouais, je peux pas dire l'année, mais il Ouais, était vieux. ouais. Et je me suis dit, le matériel, au final, c'est moi qui l'utilise. Du coup, si je suis pas performant, pourquoi avoir un vélo Mhm, à 20 000 francs et il va pas m'aider à aller plus vite? mhm. Pour moi, ça n'avait pas de sens. Et puis quand je suis passé professionnel, là, j'ai fait plus attention au matériel que je choisissais, autant à la tri-suite, à la néoprène, au bas aéro Mhm. et tout ça, ou même mon vélo. J'ai Ouais. commencé à faire des modifications dessus. Et là, tu te dirais maintenant, si, parce que des personnes, elles n'ont aucune idée de combien un vélo aéro ça peut coûter, parce que il y a les vélos de route. Moi, personnellement, route gravel, je vais dire ça peut aller vraiment de allez, 1500 à 15 000. 15 000 étant la fourchette haute, c'est ce Mhm. qu'il y a sur le Tour de France, après, hormis les petites modifications personnelles. Ouais. Vélo de triathlon, moi, j'ai même moins de connaissances. On envoie à 10-12 000, 15 000 aussi, mais est-ce qu'il y a la tranche au-dessus qui va, comme tu disais, 20 000, 22 000
Est-ce que ça existe? Alors, sur le marché en lui-même, si tu l'achètes tel quel, non. Mhm. Ça va être dans une fourchette de 13 000, 14 000 peut-être haute. Voilà. C'est quand même un peu moins cher que les vélos de route, Ouais. je trouve. Ouais. Mais après, il y a tout ce qui est les modifications dessus pour être aéro. Ouais. C'est-à-dire qu'un cockpit sur mesure, c'est ce qui va venir sur les prolongateurs ou dessous, qui est tout en carbone, ça peut chiffrer jusqu'à 5 000. Ah ouais. Mhm. Du coup, tu peux vite faire exploser le prix du vélo, ou Ouais. même avec si tu changes les transmissions, si tu changes les vitesses, dépendant du haut de gamme que tu prends. Les roues, Exactement. pleines, Les roues, par lenticulaires. exemple, une roue lenticulaire, c'est généralement une performante, c'est 2500. Ouais. Alors, si tu prends une performante à l'avant, il faut prendre une performante, une performante à l'arrière, il faut prendre une performante à l'avant. Ouais. Alors, tu as pour 4-5 000 francs de nouveau. Ouais. Ça, tu te dis, c'est un investissement qui... Comment est-ce que tu te dis? Est-ce qu'il faut que je trouve des partenaires? Parce que c'est aussi la question qu'on se pose, c'est, OK, une saison, comme on pourrait entendre parler aussi en sport automobile, on va dire, OK, une saison de kart, c'est peut-être 70 000 francs à l'année. Toi, tu vas te dire, OK, est-ce que je me mets un budget? Ou alors, tu y vas et tu te dis, non, bah, j'ai pas forcément besoin de faire les calculs, Voilà, je sais pas. Moi, personnellement, je vis pas cette situation-là, tu vois. C'est assez dur parce que c'est sûr que le compte en banque, au bout d'un moment, il te dit stop. Et Oui, oui, clairement. malheureusement, il n'est pas illimité. Ouais. Mais ouais, c'est que déjà, on fait peut-être moins de courses qu'en sport automobile. Ouais. Du coup, tout ce qui est voyage aussi, ça va réduire Ah un oui, peu oui. les coûts. Mhm. Mais c'est vrai que ça peut vite chiffrer. Et puis, Non, mais c'est clair, compliqué. c'est C'est aussi de se dire. compliqué. Après, moi, j'essaie toujours d'envoyer, par exemple, des mails en expliquant, j'ai un CV sportif, en Ouais. expliquant un peu mes objectifs, mes résultats. Mhm. S'ils peuvent pas me faire un prix sur les roues, par exemple, sur Mhm. certaines parties, en contrepartie, je leur fais des photos sur mon Instagram. Ouais. Des fois, ça fonctionne. Ils me font des 20-30% de réduction, Ouais. ce qui est déjà une bonne aide Ouais. sur des montants comme ça. Mais c'est très dur dans ce monde d'avoir vraiment des sponsors fixes. Si tu joues pas top 100 mondial, voire même top 50 mondial, c'est très compliqué. Tout à fait. Je m'entraîne, je connais un de l'Afrique du Sud qui est maintenant, je crois, dans le top 20 mondial. Mhm. Et même lui, il n'a pas de sponsor de chaussures de course à pied. Mhm. Il vient de recevoir un vélo, Mhm. mais après, il a Ouais. fait les Jeux Olympiques, il a fait tout ce qui est plus haut dans le longue distance en triathlon. Ouais. Et il reçoit que maintenant des vélos. Ouais, et pourtant, comme tu dis, top 20 mondial, quoi. Ouais. Donc, ouais, ok, ça donne une idée. C'est pas le sport le mieux si on veut bien réussir Ouais. dans la vie, quoi. Il va choisir d'autres sports. Faudra choisir ouais, d'aller chercher des sensations, du plaisir aussi. Et il y a voilà, notamment le sujet, là, on a vraiment mis tout le contexte autour du triathlon pour même ceux qui le pratiquent ce sport, mais de manière amateur, je suis sûr qu'ils ont appris des choses. Pour les personnes qui ne connaissaient pas le triathlon, qui font peut-être effectivement du vélo de route, puis se disent, ok, ben, peut-être comme c'est l'année prochaine, je veux m'y mettre. Il y a aussi eu des informations à prendre. Maintenant, si on parle un petit peu des raids, c'est un terme que toi, tu as découvert aussi en cours de route, j'ai envie de dire. Mhm. Moi, j'ai vu aussi passer quelques articles dessus. Tu t'es dit, ouais, Bastien, j'aimerais bien en parler parce que je pense qu'il y a des personnes qui sont dedans sans le savoir ou des personnes qui en ont entendu parler mais ne pensent pas être dedans alors qu'ils sont dedans, tu vois. Oui. Donc, toi, tu l'as découvert quand, ce terme, puis au final, qu'est-ce qu'il englobe? Alors en fait, ça a commencé, si je reprends un peu depuis le début, comment ça a commencé, c'est quand je porte en 2023 à Gérone. Ouais. Forcément, quand on arrive à la piscine, et maillot de bain, tu as tous les athlètes professionnels autour de toi. Tu te dis, ah ouais, ils sont sculptés, ils sont en forme. Et toi, tu arrives un peu déjà amateur au milieu des pros, tu te dis, c'est dur à faire sa place. Mhm. Tu as l'impression que tout le monde te fixe alors que pas forcément. Mhm. Et là, tu te dis, ok, pour arriver à leur niveau, je dois faire quoi? Mhm. M'entraîner plus. Mhm. Et pour avoir leur physique, peut-être réduire un peu ce que je mange, Mhm. contrôler. Et le REDES, qu'est-ce que c'est? C'est un déficit calorique trop grand entre la dépense et ce qu'on mange. Ouais. Et au final, ce qui est très contradictoire, c'est que on va manger moins, Mhm. mais on va s'entraîner plus. Ouais.
Si on prend une voiture de Formule 1 pour qu'elle soit performante, il faut lui donner du carburant, du bon carburant pour qu'elle puisse avancer. Et c'est la même chose dans le sport au final. Mhm. La nourriture, c'est le carburant, c'est ce que notre corps a besoin Mhm. pour ensuite s'entraîner. Ouais. Et sur une journée de triathlon, ça peut monter jusqu'à 5000 calories dépensées, 6000 calories dépensées. Mhm. Mhm. Et moi, je mangeais peut-être, allez, grand max 2000, 2500. Ouais. Alors sur une année, ça peut tenir. Mhm. Ça, avec expérience faite, ça tient. Ouais. Il peut y avoir des phases où ça descend un peu, etc. Mais nous, qu'est-ce qu'on voit? C'est, ouais, trop bien, je suis léger, je grimpe mieux à vélo et je cours bien. Mhm. Trop bien, alors je continue comme ça. Ouais. Et fin d'année, il y a quand même, enfin vers décembre, ça faisait 1 an que j'étais là-bas, il y a quand même cette phase où il y a moins d'énergie, il y a moins d'envie d'aller s'entraîner. Mhm. On dort plus longtemps, on va à 20h au lit et on se lève à 8h. On pourrait se dire, ouais, j'aurais pu continuer à dormir encore un peu. Ou quand tu vas nager, j'allais nager le matin à 7h30 Ouais. jusqu'à peu près 8h30, 9h. Ouais. Je rentrais, je dormais jusqu'à midi et quand je me réveillais, je me disais, aujourd'hui, je me sens pas en forme. Ouais. Et au début, on se dit, ouais, mais c'est juste une période comme ça où ça va pas. Ouais. Il y a moins de vitamine D. Ouais. Exactement, il y a moins de tout. En fait, Ouais. notre corps, il est complètement en carence Mhm. dans toutes les vitamines, dans tous les aspects. Ouais. Et là, ça commençait à me dire, j'ai plus cette motivation et cette flamme que j'avais quand j'ai débuté, quand j'étais enfant. Ouais. C'est là que je me suis dit, il y a un problème à quelque part, mais je me voilais la face encore à ce Mhm. moment-là. Ben, parce que au final, on va parler. Il y a plein de sujets dans le sport qui sont de plus en plus documentés, mais celui-ci, pas tellement. Donc, je pense que quand toi, tu me parlais de Nouchka qui avait fait cette vidéo, que j'avais vu aussi passer, ben, au final, en francophonie, c'était une des premières que je voyais passer dessus. C'est la première fois où je voyais quelqu'un en parler, enfin, avoir une définition sur ce mot, Mhm. à vraiment bien comprendre ce que c'était. Ouais. Et peut-être ce que j'ai oublié de dire, c'est que mes semaines d'entraînement, ça tournait entre 30, 35 heures d'entraînement par semaine. Mhm. Et par là, j'ai ma part de responsabilité, mais je pense aussi le coach que j'avais à ce moment-là. Mhm. C'est que pour me dire, il faut que j'aie ma licence pro et que je sois performant, s'il me mettait 3 heures de vélo, Mhm. j'allais peut-être faire 3h30. Mhm. Et je me dis, bon, bah, ces 30 minutes-là peuvent être bénéfiques pour m'approcher de mon but. Ouais. Et puis aussi, je me disais, ben, ces 30 minutes, ça va me faire perdre encore un peu de poids. Mhm. C'est que je faisais 3h30 de vélo et quand je rentrais, je mangeais 2 œufs et une tranche de pain et puis c'était tout. Ouais. Et j'enchaînais mon prochain entraînement. Ouais. Mais quand on s'entraîne 30-35 heures, ce qui est déjà énorme, Ouais, ouais, ouais. et que je discutais avec d'autres professionnels, puis ils voyaient mes plans d'entraînement, ils me disaient, mais faut que tu arrêtes, tu vas te griller en faisant ça. Ouais. Nous, on est professionnels, on fait des Ironman, on s'entraîne entre 22. 20, 25 heures grand max les grandes semaines. Mhm. Puis là, je me suis dit, mais pourquoi mon coach, il me met 30, 32 heures Mhm. qui étaient planifiées et moi, je faisais un peu plus, du coup, ça arrivait souvent 35. 34, 35 heures. Mhm. Alors, j'avais ma part de responsabilité parce que lui avait planifié quelque chose que moi, je faisais un peu plus. Mhm. Du coup, forcément, ben, dans l'entraînement qui est calculé pour la récupération, etc., ça jouait pas. Mhm. Mais déjà, de base, faire 32 heures toutes les semaines, c'était trop. Ouais. C'est, je pense, en tant que coach, de dire, on a différents athlètes. Et quand on prend le profil psychologique de l'athlète, de dire, est-ce que c'est une personne qui a plutôt tendance à faire plus? Est-ce que c'est une personne qui va faire à la minute près? Ou est-ce que c'est une personne qui a toujours tendance à faire un peu moins? Et du coup, je dois gonfler un peu pour qu'il tombe, tu vois, on dit, viser la lune pour tomber dans les étoiles, tu Ouais. vois? Et, et c'est ça, c'est que des fois, il y a des personnes, moi j'en coach, qui ont un peu comme toi tendance à faire un peu plus. Alors forcément, quand tu es entre 8 et 10 heures puis qu'il fait 11, ça va. Ouais. Honnêtement, il se met pas trop dans le rouge. Mais moi-même, la semaine dernière, alors que je considère que c'est une très grosse semaine que j'ai fait 25. Et c'était sur des grosses journées de vélo. Ben, en fait, je me dis, ouais, effectivement, si j'avais fait 30 au lieu de 25, ça aurait pu me faire passer de l'autre côté. Et moi, mon corps, il Oui. m'arrête tout de suite. Alors peut-être que le tien, tu vois, il t'a pas arrêté, c'était au fil de l'eau.
Mais moi, des fois, il me dit, OK, ben, pendant 2 jours, je te retire toute l'énergie que tu as. Et comme ça, je te fais comprendre que... Donc, je pense que chez certaines personnes, ça se matérialise différemment. Et là, maintenant que tu as du recul dessus, tu te dis, bah, bien sûr que cette année-là, je vais pas la vivre de la même manière qu'avant. Donc, comment est-ce que tu gères On a aussi parlé de ça, mais tu te gères seul maintenant sur ta planification ou tu l'as fait aussi contrôler par un coach. Mais est-ce que ça t'a apporté plus de plaisir? Ça t'a fait baisser le volume horaire? Voilà. Quel impact ça a eu? Alors, pas vraiment, parce que je suis vraiment enfin, je suis vraiment quelqu'un qui adore le volume. Ouais. J'adore aller faire, je sais pas, 5 heures de vélo, Mhm. mais avec une BPM moyenne à 120. Ouais. Tu vois. Alors, est-ce que ça a un grand impact sur le corps? Oui, parce que quand même, tu fais 5 heures de stress à ton corps. Mhm. Mais niveau musculaire et cardio, ben, c'est très bas. Oui, Ça n'a oui. pas un énorme impact non plus. Ouais. J'ai commencé mars avec ce nouveau coach Mhm. qui est basé à Fribourg. Mhm. Et au début, c'est lui qui me planifiait tous mes entraînements jusqu'à il y a un mois en arrière. Mhm. Et il y a un mois en arrière, j'avais de nouveau ces phases. Ces phases où pendant une journée, j'étais comme si j'étais épuisé, où je pouvais plus rien faire. Et puis du coup, je mangeais mais énormément. Mhm. Je pense que ces jours-là, je devais arriver à manger 5-7 000 calories en Pour, étant sur le canapé, pour 2000, c'est ça. ouais, à Ouais. dormir Ouais. toute la journée. Ouais. Et puis le lendemain, bam, ça faisait un rebond. Je Ouais. me disais, ah ouais, trop bien, j'ai eu plein d'énergie. Ouais. Et à ce moment-là, quand j'ai fait ces 2 semaines où j'ai eu 2 jours comme ça, Mhm. mon coach il m'a dit, ok, bon ben, planifie ce que tu as envie de faire durant la semaine. Tu me montres et moi je te dis si c'est faisable ou Mhm. si on modifie quelque chose, Mhm. etc. Ouais. Et j'ai remarqué qu'en faisant ça, en fait, je m'impliquais dans mon entraînement. Du coup, ça me donnait plus de motivation à aller le faire. Et puis lui, il me donnait des petits conseils. Il me disait peut-être que là, les intensités sont trop longues. Mhm. Fais peut-être plutôt ça. Et il me conseillait, puis il m'expliquait pourquoi. Mhm. Et du coup, ben, ça me donnait du sens à l'entraînement. Mhm. Et ça me donnait plus envie de le faire. Ouais. C'est intéressant, c'est très rare hein, cette forme de coaching. Alors je ne sais pas s'il le fait avec beaucoup de ses athlètes, mais je pense que ça correspond à des personnes qui ont déjà un minimum de connaissances, qui s'intéressent. Mm. Et j'ai une personne voilà, dernièrement qui m'a dit, ok, bah voilà, là un de mes clients qui m'a dit, je vais tenter le début de ma saison pour tester ma propre programmation. Et honnêtement, de ce qu'il m'a envoyé, c'était bien. Donc, je pense qu'effectivement, il y a des personnes pour qui ça peut aller. Pour d'autres, ben voilà, tu dis, ben planifie 2 jours, ils sont déjà perdus et ça va leur rajouter du stress mental. Alors voilà, en tout cas, je suis content pour toi que tu aies pu trouver cet équilibre-là. Et, euh, et puis, est-ce que sur ce sujet-là, comme on disait, des REDES, tu as des choses où tu te dis, ouais, ça aussi, il faut qu'on en parle parce que quand vous voyez ces signaux-là arriver, je sais même pas si toi, tu en as parlé à quelqu'un pour te dire, oui, effectivement, c'est ça, ou toi, seul, tu t'es dit, bon, voilà. Maintenant, quand je suis là-dedans, il faudrait que j'arrive à sortir avec ce plan-là. Parce qu'au final, c'est toujours de dire, quand il y a le diagnostic, après, il faut le plan derrière pour pouvoir en sortir. Mhm. Sinon, tu répètes la même boucle et le même schéma. Bon, en fait, c'est très dur parce que le REDES, c'est pas j'ai fait une semaine de déficit, j'ai Mhm. un REDES. Mhm. Moi, ça m'a pris un an pour Mhm. qu'il y ait les premiers symptômes. Des gens, ça peut Ouais. être 2 ans, etc. Ouais. Ou plus court. C'est vraiment très variable. Mhm. Après, c'est vraiment un manque d'énergie, mais énorme, où on dort des heures et on se remarque qu'on est tout le temps fatigué, que même quelqu'un qui est passionné par le sport, qui recherche que ça, il dira non, mais c'est bon, parle-moi plus de sport. Mhm. Et c'est vraiment au moment-là où il faut commencer à s'inquiéter. Ouais. Et pour rebondir, moi, cette période de surentraînement aussi qu'il y a eu, ça m'a pris à peu près 4-5 mois pour pouvoir reprendre une semaine qui est complète où il y a de la consistance en Où les fait. séances, elles s'enchaînent. Voilà, il n'y a pas de Parce retard. que avant, je m'entraînais 2 jours, pendant un jour ça allait pas, le jour suivant je devais faire une journée plus facile, je reprenais un jour, 2 jours ça allait pas, etc. Et c'était très en dents de scie comme ça pendant 4-5 mois. Ouais. Et c'est vraiment dur quand auparavant, tous les jours, tu allais t'entraîner, tu profitais, t'appréciais. Mhm. Et que là, ben, tu te retrouves au canapé, Mhm. dormir, Mhm. entraînement, manger. Ouais. Et c'est pas une période très facile. Et puis, les gens autour, ils comprennent pas forcément non plus parce que c'est pas que tu as une fracture ou tu as quelque chose, tu dois t'arrêter. Mhm. C'est un ressenti,
Ouais. Aujourd'hui, ce corps est épuisé et les gens ils comprennent pas. Ils vont me dire mais pourquoi tu restes sur le canapé, bouge, fais quelque chose. C'est là, oui, j'ai envie de bouger, d'aller m'entraîner, mais mon corps Ah, il veut pas. ouais, Puis ils vont me dire ouais, mais t'as rien de cassé, tu peux y aller. ouais. Et alors, je pense à autant d'impact Qu'une blessure qu'une physique. blessure physique. Et Ouais. je pense même ça peut aller au-delà parce que c'est vraiment, tu mets ton corps à rude épreuve où tout ton système immunitaire fonctionne plus. Ouais. Et à cette période-là, j'ai eu une pneumonie où les 2 poumons étaient touchés. J'avais eu en même temps les double otites avec une otite perforée et ça arrivait tout en même temps durant le surentraînement Mhm. parce que j'étais constamment malade en fait. Ouais. Et c'est Ton ça corps ne peut aussi, plus lutter. c'est aussi ça, je pense, un point à relever quand on est Ok. en surentraînement et en raideur, c'est que on n'a plus de système immunitaire. Ouais. On tombe beaucoup plus facilement malade. Moi, je me suis rendu compte, c'est après compétition. Tu vois, je sors peut-être d'une course ou même d'un entraînement très long. Bah là, je sais que ouais, je peux tomber plus facilement malade à ce moment-là, quoi. C'est on pousse tellement notre corps durant les entraînements au maximum où Mm. il va prendre l'énergie juste pour reconstituer les muscles et pour les systèmes vitaux au final. Mhm. Et tout ce qui est à côté, c'est de l'énergie perdue. Du coup, il ne va pas l'utiliser ou très peu Ouais. dans le système immunitaire, malheureusement. Ouais. Et souvent, avant course ou après les courses, c'est vrai qu'on est plus sensible à tomber malade. Bah là, on parle vraiment, bah, donc il y a le volume d'entraînement qui influe. On a du coup la nutrition qui vient supporter. Et c'est vrai que bah là, moi aujourd'hui, j'ai créé une offre avec Mathieu qui m'accompagne aussi à titre individuel. Et moi, j'ai découvert beaucoup de choses avec Mathieu, donc qui est biologiste. Et il m'a dit, Bastien, si moi je t'accompagne et j'accompagne aussi certains de tes clients, ce qui est sûr et certain, c'est que la santé, elle passera en premier. Et on va travailler sur tes vitamines et minéraux en premier avant de te parler des fois des macronutriments et tout ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, je me complémente en oméga 3 et tout, chose que je ne faisais pas avant. Mhm. Magnésium, vitamine D, vitamine C. Parce que il dit, ok, il part du principe que si ton corps il est en bonne santé, après tu peux supporter la performance. Inversement, mettre la performance avant la santé, et je l'ai fait aussi par le passé, c'est se dire, bah ok, il faut que je, des fois, baisse mes calories, que je sois plus léger pour l'école et tout. Et après, bah, tu te chopes toutes les carences. Donc, tu n'as même pas des fois besoin de faire une prise de sang pour sentir que voilà, tu es, Non. bien faible. Mais ça, c'est sur le plan et c'est plus facile à dire qu'à faire parce que tu peux très bien avoir, comme moi ce matin, tous tes compléments dans un tiroir. Tu les prends pas 2, 3 jours, 4 jours. Et puis au final, ben voilà, tu repars dans un schéma. Ouais. C'est un combat un peu de tous les jours, hein. C'est compliqué quand je t'entends dire ça. C'est aussi avec la nourriture. Tu dis, ok, Mhm. ce jour aujourd'hui, j'ai bien fait, j'ai bien mangé, je suis un peu équilibré, peut-être Mhm. 2 ans de déficit, ça va, Oui, oui. c'est acceptable. Puis le lendemain, tu te dis, ouais, mais j'ai quand même beaucoup mangé Mhm. hier soir. Mhm. Bon, allez, je saute le petit-déj. Mhm. Et c'est un peu un cercle vicieux où tu as aussi ta petite balance tous les matins que tu la vois qui te fait de l'œil. Mhm. Après l'entraînement, le soir, le matin, tu te pèses 2, 3 fois par jour. Mhm. Et de nouveau, ça devient un cercle vicieux. Et Ouais. maintenant, ça va un peu mieux, mais c'est encore dur. Mhm. D'autant plus quand tu peux pas t'entraîner. Ouais. Tu essaies de tout contrôler de ce que tu vas manger parce que tu dis pendant une semaine, je m'entraîne pas, je vais prendre trop de poids, je vais perdre Mhm. de la performance, etc. Ouais. Moi, je pense fondamentalement que le poids dans la performance dans certains sports, oui, c'est un impact, c'est une des variables. Maintenant, dans l'amateurisme dont je fais partie, maintenant, je considère que si j'ai 1 kilo ou 2 de plus, en tout cas dans l'ultra-endurance, c'est limite un avantage pour Mhm. moi pour utiliser mes lipides, parce que Mathieu aussi me fait beaucoup consommer mes lipides, mes propres lipides, et pas mettre des surdoses de glucides pour tamponner, on va dire. Et c'est pour ça que je considère que je ne suis pas le plus sec en ce moment, mais en tout cas pour les efforts que je veux faire, de 24 heures à 72 heures, bah, j'ai besoin de mes lipides. Donc, bah, en fait, d'avoir moins de veines ou d'avoir moins de ces choses-là qui fait que typiquement je sors de un peu un hiver en Aerox où tu fais les courses des fois torse nu. Ben voilà, tu sors un peu de ce prisme-là où tu as l'esthétique qui arrive. Là, de toute façon, tu vas te dire, de toute façon, je serai avec mes habits de vélo. Et puis, si je suis tout seul dans un call à 3 heures du matin, Pas grand monde et, venir voir tes veines. ouais, ouais, c'est ça. Et puis, si j'ai
si j'ai moins froid et tout, c'est aussi parce que j'ai un peu de graisse sur moi, quoi, tu vois. Mhm. On dit que des fois, si tu as froid tout le temps, toute la journée, c'est pas forcément bon signe. Donc, voilà, je pense qu'on se rend de plus en plus compte que être hyper sec, hyper saillant et tout, c'est le bodybuilding aussi qui l'a montré. J'avais pratiqué pas mal la muscu avant. C'est pas forcément signe de bonne santé. Donc on pourrait dire, ouais, t'as la Ferrari, t'as la carrosserie, et puis après dessous, Et le ben, t'as la moteur. cylindrée, le moteur, et est-ce que le moteur il est en bonne santé? Ça, c'est autre chose, quoi. Après, ça, on tombe là-dedans aussi avec Instagram où tu vois sur le feed d'actualité les gens qui disent un jour dans mon assiette, Ouais. puis que tu vois qu'ils ont mangé 2 œufs le matin et à midi c'est une petite salade avec un demi-poulet, enfin une moitié de tranche de poulet et puis le Mhm. soir juste un yogourt nature. Mhm. Puis tu vois leur physique, tu dis ah ouais moi aussi il faut que je fasse ça alors. Mhm. Et malheureusement c'est juste esthétique Instagram, Mhm. mais dans la vraie vie ça fonctionne pas ou Ouais. très peu à part si tu fais pas de sport. Ouais. Si tu fais pas de sport, ouais ben tu peux manger ça, t'as moins besoin d'énergie. Ouais. Si tu fais du sport, même 1 heure et demie par jour ou 1 heure par jour, Ouais. tu es obligé de manger, de consommer un peu plus que ça. Mhm. Et moi, je dis, ça va tellement dans les deux sens. Toi, tu me dis, bah voilà, il y en a qui vont montrer qu'ils arrivent à faire du sport avec ça. Et inversement, il y en a qui vont dire, ah ouais, je mange tout ça, moi, dans ma journée. Donc tu vas dire, ah mais attends, il a un physique de ouf, et en plus, il mange beaucoup. Mais ça, c'est une journée sur les 360 que tu vas avoir. Donc, ouais, toujours faire attention aux réseaux sociaux. Même nous, quand on prend la parole, on Mm. doit se dire, ok, il faut pas que ça soit perçu de telle manière ou de telle manière. Après, on peut toujours revenir dessus. Mais il faut aiguiser son esprit critique, de dire, ok, je vois ça. Bon, si cette personne, son discours me parle pas du tout, bah, je me désabonne ou je fais en sorte que ça n'apparaisse plus dans mon feed et comme ça, je passe à autre chose. Parce Mhm. qu'en fait, plus tu regardes ce type de vidéo, plus ça revient et là, l'algorithme. Et il est contre toi, en fait. J'avais même entendu que, en fait, toi, avec ton téléphone, tu es seul contre des milliers d'ingénieurs qui font en sorte que tu regardes ce type de contenu-là. Mhm. Mais des marques, hein, donc le marketing, que ce soit pour Specialized, que ce soit pour Trek, pour et après des marques de nutrition, peu importe. Mais en fait, tu es là, tu es tout seul face à toute cette industrie. Ouais. Et là, bah, ouais, tu es là. Et tu dois te dire, ben non, il faut que mon cerveau il soit assez fort pour pas que je craque aussi à chaque fois ou que j'ai ces pensées en réaction à ça. Ah, c'est fou parce que durant mon surentraînement et puis mon RDS, Mhm. les seuls trucs que j'avais dans mon fil d'actualité, c'était de la nourriture et c'était des recettes de repas en fait. Mhm. Les seuls trucs que j'avais, Mhm. c'était que autour de la nourriture. Ouais. Et tu vois ça et au final, même, ça vient te dégoûter, à te dire c'est contre ce que tu penses. Mhm. Et c'était aussi pas évident de savoir switcher et dire de passer à autre chose sur le téléphone parce que forcément, quand tu es en RDS, tu penses qu'à manger. Ouais. Tu es sur le vélo, tu as fait 1 heure de vélo, tu dis ah ouais, après je vais manger ça, 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 et en rentrant, tu manges rien. Mhm. Et tu vois ça sur ton téléphone et c'est un combat Ouais. tout le temps. Ouais. Et c'est vrai que, comme tu disais avant, sur l'ultra, on remarque sur les longs trails, tu regardes un Mathieu Blanchard, c'est pas les personnes les plus secs au final. Tu as vu d'avoir des réserves pour encaisser des distances comme ça, que ce soit à vélo, en course à pied, etc. Et même ça change sur le cyclisme, même sur le Tour de France, etc. Si on parle de Jonas Abrahamsen, Mhm. où il a le maillot grimpeur, alors que c'est, je pense, une des personnes qui est dans le haut du tableau au niveau poids. Mhm. Et il avait le maillot à point bleu rouge pendant un moment sur le Tour de France. Ouais, ouais, tout à fait. Et ils reviennent en arrière d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui prennent 5-6 kilos en plus parce qu'ils remarquent qu'ils ont plus de puissance, qu'ils ont moins de coups de fringale, qu'ils sont plus performants durant les entraînements. Ouais. Et j'ai vu aussi maintenant 2-3 coureurs de 10 km qui reviennent un peu en arrière là-dessus. Ouais, je Et je pense. trouve que c'est bien ce qu'il fait aussi Jonathan Abramson sur ses réseaux. C'est que. Alors c'est très contradictoire parce que moi, de mon point de vue, j'aimerais pas commencer à publier ce que je mange sur les réseaux. Mhm. Et tandis que lui, il le fait. Mhm. Et ce qui est bien, c'est qu'il montre tout. Du coup, quand il mange 300 grammes de riz, et ben, il montre ses 300 grammes. Et tu te dis, bon, il a l'entraînement qui va avec, on est Ah oui, d'accord. quand tu passes 5 heures sur l'home trainer, ouais. Mais je veux dire par là où je trouve que ça casse un peu les codes et
Tu dis, ok, ben, il mange beaucoup, il est performant, ben, je peux manger beaucoup et être performant aussi. Ouais, j'étais tombé sur une de ces vidéos, encore une fois. C'est là que je dis, je vois des vidéos passer, j'aime, mais je ne m'abonne pas parce que sinon ça va revenir Mm. en permanence. Mais j'avais vu effectivement qu'il avait fait un stage, il faisait très moche dehors, mais c'était en Ouais. altitude. Et là, il montrait les rations de bonbons qu'il mangeait. Donc des bonbons Haribo, hein, c'était même Ouais. pas très recherché. Avec après les céréales, Chocapic et tout. Et là, je me suis dit, ah ouais, bah, c'est intéressant effectivement que dans le monde du cyclisme professionnel, eh ben, ils le fassent. Parce que je pense que effectivement dans la communication de certaines équipes, ça serait ok, je monte le cuisinier et tout, et encore on cache certaines choses. Et lui, il le fait ouvertement. Il dit Mhm. voilà, avec mon compte personnel, je montre. Et puis son équipe le laisse faire, et ça, c'est plutôt cool. Et je pense que dans le cyclisme, c'est où il y a le plus d'impact sur la nutrition. Mhm. Parce que c'est tout le temps là où on se dit il faut être le plus léger. D'ailleurs, on parle d'un sport, être très léger, c'est d'être course sur route ou vélo. Mhm. Et si dans ces deux sports, ils montrent ce qu'ils mangent et que les quantités aussi, Mhm. je pense que ça peut aussi aider certaines personnes qui sont tout le temps sur la retenue à se dire il faut que je sois léger, il faut que je sois léger pour être Mhm. performant, etc. Ouais. C'est ben en vélo, c'est les watts par kilo. Donc plus tu as de puissance, bah, il te faut quand même du muscle, mais voilà. Mais si Mhm. tu baisses ton poids de corps, bah forcément tes watts par kilo ils augmentent. Et- Et voilà. Mais ça encore une fois, on y revient. Déjà pour avoir ton capteur de puissance dessus, faut mettre un certain prix. Puis est-ce que c'est intéressant pour toi d'aller chercher ces données-là? Au bout de 2 3 ans, tu peux t'entraîner sans quoi. Et après, à un moment donné, aller un petit peu plus loin, je pense. Exactement. Euh, On aurait pu faire la transition tout à l'heure, mais je vais la faire maintenant. Tu disais, voilà, sur le Redes, c'est peut-être pire qu'une blessure physique. Et voilà, là, tu as fait une course ce week-end, un très longue distance. Tu pourras redonner ben, le lieu, la distance et puis le dénivelé. Et on pouvait aussi se dire, ok, ben, on a fait ce podcast après cette course pour en parler un peu. On s'est vite vu aussi avant d'attaquer le podcast. Euh, Moi, forcément, ça m'a touché parce que la blessure pour chaque athlète, ça me parle. Et ça me fait jamais plaisir aussi de voir des personnes qui sont dans l'attente d'un diagnostic et tout. Donc, je vais te laisser la parole. Et c'est vraiment toi qui vas pouvoir dire, OK, je peux revenir sur ça, ça, ça. Et puis, bah, peut-être qu'un jour, on se refait une vidéo ici, dans 5 6 mois, et on dit, bah voilà, après, j'ai fait ces tests-là, j'ai pu refaire ces courses-là, et je suis très content. Voilà, donc il y a toujours un moment où on tourne le podcast, et après, un jour, on revient des mois plus tard, des Mhm. années, et se dire, ah ouais, c'est cool d'avoir pu avancer. Alors c'est vrai, j'ai été faire ma première longue distance sur trail à la Transgrande Canaria, aux Grandes Canaries, Mhm. qui est de 81 km et 4200 de dénivelé. Ouais. Pour moi, c'est la première fois que j'allais faire. J'estimais à 8h15 de course et j'ai fait 8h24 Mhm. avec beaucoup de péripéties durant la course. Ouais. C'était vraiment la découverte, un peu l'aventure. Comme je disais, je suis arrivé sur le départ vraiment décontracté, pas de pression, pas de résultats attendus, quoi que ce soit. Ouais. Et là, j'étais sur la première ligne et je voyais tous les concurrents autour, sponsor North Face, Salomon, Mhm. Dynafit. Tu dis, ah ouais, je crois que je suis pas bien positionné, il faudrait que je recule un peu. Uh-huh. Et le jour-là, il pleuvait énormément. Ouais. Les boules, les sentiers, c'était sinueux, mais j'avais jamais vu des sentiers comme ça. Mhm. Je m'étais dit, les gens qui n'arrivent pas à déconnecter en descente, Mhm. c'est impossible pour eux. Mhm. La première partie de course s'est vraiment bien passée. Ouais. J'étais vraiment dans le top 8, Mhm. vraiment à l'aise. Je prenais juste du plaisir, comme j'avais dit au départ. C'est une longue journée d'entraînement, quoi. C'est Mhm. une longue journée en nature. Voilà. Et premier ravitaillement en 22, très bien passé. J'étais tout le temps ravitaillé par ma maman le long de la course. Et après ce passage-là, 30e kill, descente, j'ai glissé, tapé le pied contre un caillou et je suis parti en avant. J'ai tapé le genou sur un caillou, mais je ne saurais pas dire si je l'ai tordu, ce qui s'est vraiment passé. Et là, ça a été une douleur instantanée Mhm. dans le genou, décharge électrique, plus possible de le plier. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, ben, la course, elle est finie. Mhm. 30e kill,
autant d'entraînement, venir jusque là, 4 heures d'avion pour appeler ma maman et puis dire j'abandonne. Mhm. Et sur le même parcours, il y avait aussi ceux qui faisaient le 126. Puis des personnes très gentilles sont venues, ils m'ont essayé de me relever, ils m'ont dit que dans 1 kilomètre, il y avait la route, que je pouvais arrêter là si ça allait pas. Et je me suis dit, bon, ben, 1 kilomètre, de toute façon, j'ai pas le choix. Où je suis au milieu des sentiers, au milieu de la forêt, j'ai pas le choix d'aller jusqu'à une route. Alors je descends en boitillant, grosse décharge tout le temps. Puis quand j'arrive sur la route, après 1 kilomètre, je me suis dit, ouais, mais c'est bizarre, enfin, je sens plus grand chose. Je me suis dit, bon, bah, c'est juste l'impact, le choc. Mhm. Et dans ma tête, je switch et je dis, ok, bon, bah, je sens plus, je repars. Ouais. Je pense qu'il y a aussi un peu que le fait du genou qui soit chaud, l'adrénaline, etc. Je me dis, allez, je vais jusqu'au prochain ravitaillement où c'était prévu que je la revoie au 46e. Oui. Du coup, 16 kilomètres. Je me suis dit, bon, bah, allez, au pire, j'arrêterai au 46e kilomètre. Et là, je pars, j'arrive jusqu'à ce ravitaillement. J'étais 8e. On m'interviewe durant le ravitaillement pendant que je prenais les flasques. On me demande comment ça allait. Et moi, je pensais qu'à ce moment-là, mon pouce était cassé. Mhm. J'avais plus appuyé sur les bâtons. Mhm. Et même la dragonne me faisait mal. Du coup, j'avais dû l'enlever quand je n'utilisais pas mes bâtons. Et je dis à ma maman un peu au loin, je m'arrête pas parce que si je m'arrête, je repars pas. Ouais. Du coup, elle marche à côté de moi, elle me donne les gels, les boissons, etc. Elle me dit, ouais, mais là, il y a un médecin. Et je réponds, non, j'ai pas le temps. Faut que je Les reparte. autres, ils sont juste derrière. Je peux pas m'arrêter là, sinon je vais perdre trop de place. Mhm. Et là, de nouveau, impossible à repartir. Mhm. Je boitille, je essaye de trottiner sur 3-4 kilomètres, 3-4 minutes, et la douleur, elle passe. Je me dis, bon, bah, je m'arrête plus. Je la revoyais au 72e non, 68 km. Et Mhm. là, malheureusement, elle n'a pas réussi à venir à cause de la circulation. Du coup, j'ai pas eu de ravitaillement en plus. Et sur des distances comme ça, pas de ravitaillement ou plus de boissons, etc., Ouais. c'est la course, elle est finie, quoi. Ouais. C'est tellement important sur les longues distances. Du coup, j'ai fait du 46e jusqu'au 80 avec 1 litre et 5 gels sur moi. Ouais. Alors, je suis arrivé là, il me restait 200 millilitres quand je suis arrivé au 68e kilomètre. Ouais. Et là, c'était la fin, quoi. Et la douleur est de plus en plus forte, même quand c'était chaud. En plus, dans la dernière descente, je tape mes orteils contre un caillou, Mhm. la même jambe. Mhm. Et là, 3 orteils, les ongles noirs. Mhm. Où là, j'en pouvais plus, en fait. Il y a tellement d'émotions qui sont remontées, où il y a les larmes qui sont montées, où tu marches avec les larmes en boitillant, parce que t'as le genou aussi qui te fait mal. Et là, à ce moment-là, j'avais le téléphone dans la main pour juste appeler puis dire que j'arrêtais, quoi. Mhm. Et pas besoin de m'attendre. Ça voulait dire aller à l'hôtel, je la rejoignais là-bas, quoi. Mhm. Je me suis dit 10 kilomètres. J'en ai fait, j'en ai fait 70, euh, 40 avec une douleur. Ouais. C'est pas pour 10 kilomètres que j'allais m'arrêter à ce moment-là. Mhm. Et déshydraté complètement, j'avais plus de boisson non plus. Et j'ai passé la ligne d'arrivée, mais à quel prix au final? Mhm. Est-ce que ça a empiré la situation? Est-ce que ça n'a pas bougé? Ça, je ne le sais pas encore. Mais c'est vrai que quand j'ai passé la ligne d'arrivée, il y a une petite partie de joie. Il y a quand même de la frustration parce que j'aurais pu jouer peut-être, certainement un top 6 ou un top 5 parce qu'à ce moment-là, j'étais dans ce groupe quand je suis tombé. Et ouais, bah, je me suis assis et là, ben, il y a tout qui est sorti, quoi. Les émotions, les larmes. On vient de chercher avec une chaise roulante pour aller au Samaritain. Mhm. Et Ouais. au final, c'est une place que j'accepte, qui me convient étant donné la densité de la course. Mais frustrant parce que j'aurais pu aller chercher mieux Mhm. sans cette blessure. Ouais. Mais malheureusement, une blessure fait partie du trail, enfin fait partie de la montagne et on peut pas la prédire. Ouais. Moi, je me dis, quand ça arrive aussitôt, tu vois, je me mets un peu à ta place, ça arrive aussitôt. Il y a beaucoup de personnes qui arrêteraient. Est-ce que toi, bah, tu étais dans l'instant, forcément, en plus, bah, tu me l'as dit juste avant, le fait d'être dans le top 10,
ça t'anime, hein, clairement. Mhm. Et de te dire, est-ce que tu as pensé à la suite de ta saison à ce moment-là où tu t'es dit non, là je suis dans mon trail, jusqu'à la ligne d'arrivée, je suis focus là-dessus. Euh, voilà, un peu les pensées où tu t'es dit, bah forcément, en plus, tu as dit sur 80 km. Moi aussi, ce qui m'a frappé, c'est que tu dis, ben, tu avais prévu 8h15, au final, tu fais 8h24. Donc, ça veut dire que finalement, ouais, je pense que tu avais le 7h et quelques dans les jambes. C'est c'est quoi un peu pendant, tu te dis, ouais, est-ce que je pense au triathlon? Sur le moment, non. J'étais Mhm. vraiment dans ma course. Oui, les courses d'après, j'y ai même pas pensé un instant au final. Ouais. C'était vraiment juste le moment présent où tu as le top 10, alors que dans le trail, t'es amateur, t'es genre un guest là au Mhm. milieu, Mhm. des professionnels où d'ailleurs en Suisse on connaît pas forcément, mais celui qui a fini derrière moi il s'appelle Pau Capel, il a gagné l'UTMB en 2019, il est 3 fois champion du monde où il Mhm. finit derrière malgré que j'avais un genou en moins. Mhm. Et c'est là aussi tu te dis oh, purée mais j'ai un genou en moins. Mhm. Celui qui me fait le plus peur et celui qui a le plus de renommée sur cette liste de départ est derrière. Mhm. Je vais pas m'arrêter là. Enfin, c'est incroyable ce qui se passe. Et je pense que ça prend le dessus de la blessure, de la douleur, comme je disais avec l'adrénaline. Et je pense que quand on arrive à un certain niveau, ou déjà amateurs dans le haut qui cherchent la performance ont peut-être un seuil de douleur peut-être un peu plus haut où ils résistent mieux. Mhm. Mais quand tu recherches purement la performance, tu te dis que douleur ou pas, tu vas tout donner pour arriver jusqu'à la ligne d'arrivée. Ouais. Et c'est peut-être pas la chose que j'aimerais mettre en avant pour tout le monde au Mhm. final. Mhm. C'est qu'il faut respecter son corps et j'essaye au maximum de le respecter en entraînement, durant Mhm. la préparation. Mais pour moi, le jour de la course, c'est la guerre, quoi. Mhm. Mhm. Peut vraiment arriver tout. Je vais tout le temps trouver un moyen de rebondir et de continuer. Ouais. Ouais, je pense que c'est encore une fois, ça vient des traits psychologiques. Je reviens sur Rémi, puisque vous êtes très proches. Et toi, encore, tu auras des autres profils dans ta tête, des personnes qui te ressemblent. Moi, je peux dire que j'irai pas aussi loin que toi, tu vois. Typiquement, oui, je peux dire, ouais, mais je dirais pas que la compétition, c'est la guerre, tu vois. Mm. On va dire que moi, la guerre, je l'ai plutôt vécu dans ma rééducation, de dire, je reviendrai coûte que coûte. Et là, s'il me faut 6 mois, un an, voilà. Ma guerre, c'était dans la rééducation, mais quand je vais en compétition, au final, ben, je suis un peu plus détendu. Mais quand on arrive à être animé par la compétition, quand ça passe, on se dit, ah ouais, c'est vraiment que j'ai Mm. le bon état d'esprit et on voit même souvent sur les premières places, pas tout le temps, des fois c'est un peu on va dire, la personne qui était pas prévue pour être là, qui, comme on va dire sur le TMB, je crois que c'était Bouillard qui gagne, et c'était pas prévu. Non. Mais sinon, ceux qui sont sur le podium, en général, c'est ceux qui y vont avec aussi une mentalité assez forte, quoi. Bah, c'est ça aussi que j'essaie de rechercher dans le triathlon et de transvaser du trail au triathlon, c'est que je remarque plus je lâche la performance, plus, enfin je mets pas le focus sur la performance, mais plaisir, ou plus j'arrive à performer. Mhm. Et c'est très compliqué si on prend deux sports qui est, enfin, la même fonctionnement, mais que c'est pas vraiment la même chose, c'est la course à pied et le trail. Mhm. Course à pied, enfin purement route, Mhm. euh, ce qu'on recherche, c'est, ou qu'on regarde beaucoup, c'est l'allure. Ouais, tout à fait. En trail, c'est impossible de se focaliser sur une allure Ah bah oui. à cause du dénivelé, de la descente, etc. Et c'est ça que je trouve incroyable, la différence entre les deux, c'est qu'en trail, tu pars, mais juste plaisir. Mhm. Tu regardes jamais ta montre, juste pour voir le temps un peu, si tu as prévu 1h30 pour rester dans les une Tout heure à et demie, fait, ouais. etc. Ouais, ouais. Mais tu vas jamais regarder ton allure. Ouais. Tu as vraiment à te déconnecter en fait de tout ce qui est data. Mhm. Alors que sur route, de se déconnecter des data, c'est très compliqué. Enfin, en tout Ouais. cas, pour ma part, j'ai eu beaucoup de peine à me déconnecter des data. Ah, je suis d'accord. Je fais très peu de route. Enfin, j'ai fait un marathon et là, j'avais fait le 10 km. J'ai jamais fait de semi. Au final, tu regardes ta montre toutes les 30-40 secondes pour voir si tu es dans le 3,45, 3,55. Mhm. Et si tu te laisses des fois embarquer dans un faux rythme trop rapide ou trop lent, voilà, ta course, tu peux lui dire au revoir. En tout cas, le chrono que tu espérais. Ouais. Ouais, clairement. Et dans les montées, bah, tu peux être sur une montée très raide,
à 12 minutes du kilo et tu es pour autant dans le rouge, rouge, rouge. Et en descente, tu peux te retrouver à 23 minutes du kilomètre parce que c'est des grosses dalles à descendre. Et ouais, c'est Exactement. c'est plus dur la descente que la montée. Exactement, ça peut arriver quand c'est plus lent en descente, c'est vrai. Ouais, C'est frustrant quand tu fais du ouais, triathlon et que tu vois ça. ouais, Mais c'est vrai que c'est faisable, enfin, ça ouais, peut arriver. Et c'est là, je trouve vraiment intéressant la part des deux, ouais. comment prendre aussi la chose. Et ta maman, qui était peut-être là à l'arrivée, en tout cas qui t'a vu aussi ben, en souffrance derrière, est-ce que t'en as reparlé de dire, ben, est-ce que elle, je pense forcément que ça la touche quand c'est ton enfant qui pleure et tout, mais qui est aussi blessé physiquement et qui peut plus plier, qui boite tout court. Est-ce que elle t'en a touché un mot ou pas du tout? Alors, elle me dit souvent, que ce soit en trail ou en triathlon, blessé ou pas, si je dois abandonner, elle m'a toujours dit que pour elle, elle préférait que j'abandonne, Mhm, que je mette ma santé en danger, mhm, qu'elle avait pas, enfin qu'elle allait jamais faire de remarques parce que j'ai abandonné au final. Mais après, moi, de mon côté, je ressens le besoin de le finir, pas pour lui prouver quoi que ce soit, mhm, mais pour, au final, de la remercier aussi d'un côté des sacrifices, enfin, pas vraiment des sacrifices, mais tout ce qu'elle a mis en place pour moi mhm. dans mon jeune âge pour déjà arriver au triathlon professionnel où c'est un certain coût, et du support qu'elle me donne à l'année, en fait. Ouais, Et faire les quand je voyages, dois l'assistance. abandonner, quand j'ai abandonné à Varsovie en triathlon, j'étais mais en larmes impossibles, pas parce que moi j'ai abandonné, mais parce que plus un lien envers ma maman où Mhm, j'ai peur de la décevoir en fait dans mes mhm. performances. Ouais, Et c'est vrai qu'à ce moment-là, elle m'a dit pourquoi t'as couru 50 km avec une jambe en moins, enfin t'es complètement abruti. Mais on refera ouais. pas l'histoire. Ça, c'est fait et je pense que il y a des questions auxquelles on n'aura jamais les réponses. Tu vois, moi, je me répétais toujours quand je suis tombé, c'était au-dessus de la cascade. Ah ouais, si j'avais pas mis le pied là. Ah, si il n'y avait pas de réseau téléphonique, est-ce que l'hélicoptère il aurait pu Mm. venir? Ah si. Puis en fait, à un moment donné, je pense que c'est pas facile pour toi maintenant, mais ça se fera dans quelques semaines, de dire, ouais, ben, de toute façon, c'est bon, je suis tombé, maintenant j'ai le diagnostic. Et là, on parlait de ça, c'est ce qui est difficile pour toi en ce moment, où on tourne ce podcast, parce qu'on est le vendredi et toute la course était le samedi, donc à peu près une semaine après, de te dire, et ça c'était quelque chose, on t'a fait faire des examens, tu pourras revenir dessus précisément, et tu dois en refaire, parce que au final, les premiers étaient mal réalisés. Donc en fait, tu n'as toujours pas la réponse de qu'est-ce que tu as réellement et Non. que faire. Ben moi j'ai fini la course du coup le samedi 17h24. Mhm, Le soir même, épuisé, j'étais déjà au Samaritain pour qu'ils me nettoient les plaies, etc. Ils m'ont dit, bon, on peut vous amener, enfin, on vous amène à l'hôpital. Et puis, je leur ai dit, non, mais c'est bon, on a une voiture de location. mhm, J'irai aux urgences avec ma maman. Peut-être mhm, déjà là, une erreur. mhm, Parce qu'aller aux urgences, ils voient que ça vient d'une course. Ils vont peut-être prendre les choses un peu plus au sérieux. mhm, Et peut-être se dire, bon, ben, il est pas professionnel, mais on va faire ça plus précisément. mhm, Du coup, ben, on rentre. Je me dis, bon, ben, demain, si ça va pas, j'irai aux urgences. mhm. En pensant que c'était juste le choc et que rien n'allait se Ouais. passer. Et le lendemain, bah, de nouveau, même histoire, le genou qui bloque, j'arrive pas à poser le pied, du coup on part aux urgences. Et étonnamment, les urgences assez rapides, hein, j'ai mis je pense 2h30 dans les urgences. J'étais assez étonné, je pensais que ça allait prendre la journée complète. Et puis j'arrive, le premier ils analysent un peu ce qui se passe, ils te demandent ce qui s'est passé. Et là je me dis c'est quand même bizarre, il me manipule pas le genou. Mhm, Il a enlevé j'avais un sparadrap parce que j'avais une plaie, il l'a enlevé, il a refermé. Il a dit ok, bon, on va faire des radios. Mais sans manipuler, ça veut dire qu'une radio, ligament ou quoi que ce soit, tu vois pas. mhm, Je me suis dit, bon, bah, il sait ce qu'il fait, quoi, c'est son métier. Ils me font une prise radio, seulement une seule, de face, mhm, avec le pantalon, tout. mhm, Je dis, bon, bah, ils ont certainement des machines hyper mhm, sophistiquées, quoi. Et après 3 minutes, il me dit, ah non, mais il n'y a rien de cassé. mhm. Du coup, je me suis dit, ah ouais, il est efficace pour lire les radios et c'est rapide ici, les machines.
Et puis il me dit, bon ben voilà quoi, vous avez rien de cassé, c'est certainement juste le choc, vous pouvez partir. Mhm. Mais pas de béquille, pas d'antidouleur, enfin Mhm. vraiment strictement rien. Mhm. Et puis ben déjà là, c'est dimanche, ok, on avait le vol le mardi, ça va toujours pas mieux, t'as aussi peur que ce soit, je sais pas, une thrombose parce que ça arrêtait pas de gonfler, une énorme pression. Ouais. Du coup, si t'as une thrombose et que tu fais 4 heures de vol, tu t'imagines tout ce qui peut se passer. Mhm. Je pense pas qu'ils vont dévier un avion parce que t'as mal à une jambe et qu'il y a tout qui est bouché. Ouais. Mais on a quand même pris le vol où j'ai mis des balles de compression et c'est plus ou moins bien passé. Ouais. Avant de prendre le vol, j'avais appelé mon médecin ici à la Souva pour prendre directement rendez-vous, où j'ai eu rendez-vous directement le lendemain. Mhm. Mais à ce moment-là, je sais toujours pas ce que je dois faire, ce que je peux faire, ce que je peux pas faire, ce que j'ai vraiment. Mhm. Et à la Souva, il a manipulé un peu. Il m'a dit, bon, ben, j'ai fait les premiers tests, mais c'est un peu compliqué parce que c'est encore enfle. Le corps, il réagit sur les mouvements que j'essaie de lui donner de protection. Mhm. Et puis on me dit de nouveau, bon, bah, c'est soit un ménisque, soit un ligament, mais c'est un peu compliqué. Ouais. Ça, c'était le mercredi. Et puis on dit, bon, bah, on n'a qu'une place le vendredi à 16h15 pour faire un IRM. Mhm. C'est là, ok, bon, ça va, 2 jours en plus à tenir. Mhm. Et puis après, il dit, bon, par contre, après l'IRM, il faut qu'on reprenne rendez-vous ensemble pour analyser. Mhm. Je me suis dit, bon, ben, lundi, je me dis que c'est la médecine du sport, il sait que je suis professionnel, ça va être Mhm. assez rapide. Moi, je pensais même qu'il allait m'appeler direct le vendredi soir après la prise. Mhm. Puis il me dit, bon, ben, le lundi, j'ai pas de place. Le mardi, j'évite de prendre des rendez-vous parce que j'aimerais que ce soit un peu plus tranquille. Mhm. Du coup, bon, bah, j'ai mercredi, si tu veux, une place à 10h. Mhm. Puis dans ma tête, c'est bon, bah, j'attends déjà le vendredi pour faire l'IRM. Mhm. Le week-end, bon, bah, je poireute sur le canapé à ruminer à qu'est-ce que je peux avoir. Mhm. Puis j'attends mercredi 10h pour savoir ce que j'ai. Et là, le temps, c'est juste interminable en fait. On te dit rien de ce qu'il faut faire, puis on te laisse juste attendre les résultats. Et je trouve que le temps est très long. Ouais, c'est pour ça. Et en plus, bah, moi, j'en rajoute une couche avec ce podcast où on en reparle, mais c'est de dire le temps est long. Le temps est long, et en plus, ben, le cerveau, il nous joue des tours parce qu'on se fait un peu tous les scénarios, de dire, bon, voilà, mon genou est là. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Tu vois pas ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une fissure? Est-ce que... Exact. Donc, ça, c'est dur. Et en plus, on en parlait aussi, c'est de se dire, OK, il y a des échéances qui arrivent. Mais c'est un peu comme quand on est sur YouTube, on peut soit mettre en x1,5, x2, et là, on est dans Fast Life, on enchaîne les courses, et on se dit, bah voilà, je subis un petit peu le rythme. Des fois, tu es en x0, tu es juste au rythme de la vie normale. Et là, vraiment, quand tu as une blessure, pour moi, tu es en ralentissement, quoi. Mm. Et, hum, et là aussi, pour moi, c'est important d'avoir les bonnes personnes autour, parce que ce soit famille, que ce soit amis, copines, voilà. Parce que, ben ouais, c'est déjà dur, mais s'il y a soit des personnes qui viennent rajouter une couche, de te dire, ah, ben, est-ce que tu seras prêt pour cette course-là? Tu te rappelles, faut qu'on prenne le billet d'avion et tout. Là, tu dis, ouais, bon, ne m'en parle plus. Ou inversement, si tu as une personne qui dit, bah viens, on va aller faire autre chose, je sais pas, on va aller jouer aux fléchettes ou faire un bowling ou aller au resto, parce que de toute façon, faut qu'on fasse autre chose. Mm. Mais ouais, je pense que là, c'est un gros travail mental qu'on a à faire. Et puis, ce qui est difficile, c'est que tu as fait confiance au système médical, bah, là-bas, sur place. Après, ben, tu as été un peu déçu, à juste titre. Et tu dois refaire confiance ici au système médical. Bon, là, c'est déjà plus des personnes que tu Oui. connais. Mais nous, c'est pas notre domaine. Enfin, on n'est pas docteur. On n'est pas en capacité d'analyser les IRM. Et c'est vrai qu'il y a un lâcher-prise qui doit être fait, de se dire, OK, bah maintenant, on va m'aider, mais ça va pas être aussi rapide que ce que je pensais, quoi. Ouais. Ce qui est dur aussi, c'est que tu es sur Enfin, t'es assis et t'es sur ton canapé ou Ouais. en train de travailler. Et puis tu te dis, mais ma jambe, elle est pas si moche au final, Mhm. elle a pas l'impression qu'il y ait grand Oui. chose. Du coup, tu fais un peu des autotests. Ouais. Tu essaies de plier ton genou, tu dis, ouais, ça fait quand même mal. Après, tu dis, moi, je préfère ce sport-là.
Puis de nouveau, tu essayes sur ton genou, tu dis, bon, bah, si je tends complètement, non, ça bloque un Ouais. peu. Je le replie, non, ça va pas. Bon, ben voilà, analyse faite, aujourd'hui je fais rien. Mm. Et du coup, tu essaies d'analyser un peu ton genou au sol, tu te réconfortes en disant, ouais, non, mais c'est rien, quoi. Ouais. Puis du coup, tu essaies de le plier, de le déplier. Et je sais pas si ça peut aider ou si ça empire. De toute façon, j'ai pas de diagnostic pour l'instant. Et on Alors, t'a pas interdit de faire quoi que ce soit. ouais, C'est aussi exactement. ça. Parce que des fois, ils sont assez catégoriques. Ils diraient, bah voilà, maintenant c'est immobilisation, c'est attel, bim. Et, on parlait de ça aussi. Toi, tu t'es fait les scénarios de, ah ok, qu'est-ce que je pourrais faire? Et tu parlais de la natation avec un pool boy. Mhm. Et au final, ça te revient tout de suite de dire, ah, est-ce que je vais pas empirer? Donc toi, tu as pensé à la natation. Est-ce que tu as pensé à faire d'autres choses? Hier, en mangeant avec maman, je me suis dit, bon, mais je préfère du vélo sur une jambe. Ouais. Mais à quel prix de nouveau? Enfin, c'est pas. Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que tu risques? C'est toujours ça, je pense. Ouais. Ratio Au- risque-bénéfice. au- Finalement, je me dis, j'ai pas grand risque, je mets pas de poids sur ma jambe. Mhm. C'est qu'une jambe qui fonctionne. Mhm. Mais est-ce que ça. Ouais. C'est ça. C'est de te dire, ok, je vais mettre 100, 110, 150 watts sur une jambe. Qu'est-ce que ça va m'apporter au final? Si ça se trouve, ça va juste faire un déséquilibre après une semaine parce que t'as fait que du vélo sur une jambe. Et... Mhm. Ah, mais c'est des questions, tu vois, à se poser. Et, euh, et je pense que c'est là où, quand on sort après un peu de cette période, moi, je pourrais dire que c'est comme quand tu es dans le brouillard, tu vois. Tu vois, à très court terme, tu regardes 1 ou 2 jours, alors que des fois, on se dit, ah ouais, je peux penser à cette course-là qui va arriver dans 4 mois, ça va à peu près se passer comme ça. Ben, ouais. Hier, moi, j'ai fait me prendre une petite boîte à vélo. Au final, j'ai fini dans les ronces. Mais s'il n'y avait pas les ronces, je pense que C'était pire. Ouais, puis je voyais ma poignée de frein gratter. Je pense que j'aurais aussi été brûlé ici. Voilà, parce que en fait, à l'entraînement, tu peux te blesser. Toi, c'était en compétition. Et tu m'as dit, je préfère que ça soit arrivé en compétition plutôt que à l'entraînement. Parce que, je sais pas, tu peux te dire à l'entraînement, ouais, j'ai pris trop de risques. Et tu disais, moi, en compétition, je prends plus de risques qu'à l'entraînement, c'est ça? Exactement. Pour moi, l'entraînement, ça vaut pas la peine de prendre des risques incroyables. Mm. D'ailleurs, je le dis tout le temps quand je vais à vélo avec un groupe, je dis si vous voulez vous amuser en descente, ben faites-le. Moi, je prends pas des risques en descente. Je descends à ma vitesse, Ouais. tranquille. Je vois pas l'intérêt d'avoir une allure course, enfin, en descente ou dans des endroits dangereux. La route n'est pas fermée, tout ça. Ouais. Exactement. Qu'en course, ben, chaque seconde, chaque minute compte. Du coup, tu prends plus de risques. Une descente comme on avait là où c'était rempli de boue, complètement lisse, etc. Ben, tu déconnectes le cerveau, tu poses un pied, tu regardes comment ça réagit. Si ça glisse, tu essaies de te maintenir la jambe, les abdos, Mhm. etc. Puis tu descends le plus vite possible, même quitte à glisser. Ouais. Ben voilà, quoi, t'es plus vite en bas. Mm. Du coup, j'ai moins de regrets quand même de me blesser sur une course Mhm. où toutes les prises de risque, je les prends Mhm. que sur un entraînement. Je vois pas l'intérêt de prendre des risques, quoi. Ouais, tout à fait. Je pense que voilà, ça c'est et encore une fois, moi je suis quand j'écoute une histoire comme ça, jamais là pour juger et dire ah non mais c'est faux ce que tu penses, tu dois prendre plus de risques à l'entraînement, moins en Mm. compétition. Enfin bref, c'est toujours des histoires et c'est son propre avis sur son système de pensée qui est important. Et je pense que aussi aujourd'hui, c'est assez rare les personnes qui disent ok, j'ai fait ces erreurs-là, je peux en parler ouvertement, je veux pas que les personnes fassent les mêmes que moi. Et quand bien même s'ils les font, juste qu'ils n'aillent pas aussi loin. Mhm. Et puis il y a des personnes qui vont entendre ton discours, ils sont dans les redes, et puis ça va pas leur faire les alertes et ils vont continuer. Donc ça après, c'est propre à chaque personne. Oui. Mais c'est, je pense, très difficile d'être critique sur soi-même. Tu as des personnes qui peuvent venir et te donner des conseils extérieurs par rapport à certaines choses, mais tant que toi, tu n'as pas l'électrochoc de dire ah ouais, faut que je m'en sorte maintenant, bah en fait, tu continues à te laisser aller, quoi. C'est vrai que si ça vient pas de la personne qui est impliquée, l'envie d'en sortir et l'envie de faire le chemin, Ouais. on est à côté, on peut juste constater, mais on peut rien faire, on peut pas l'obliger en fait. Non. On peut pas l'obliger à prendre un certain chemin ou quoi que ce soit. C'est vraiment à la personne de le faire. Et je pense que c'est que comme ça aussi que tu arrives à en sortir en fait. Si on t'oblige, tu ne bougeras pas, ça vient pas de toi. Ouais, Du coup, tu ne pourras pas modifier quoi que ce soit. ouais.
c'est un peu philosophique, mais ouais, il faut vraiment ce déclic de dire, allez, ça va être plus dur, le chemin, il va être long. Parce qu'en fait, c'est plus Mm. facile de continuer ce que tu fais, hein, que de dire, il y a un coup d'arrêt et maintenant, il faut que je mette en place un plan Oui. pour changer ça. Moi, je trouve que c'est une bonne manière aussi de finaliser ce podcast parce que on est revenu sur ouais, cette blessure. Et moi, j'aime pas remuer le couteau dans la plaie. Donc, je pense que ce que je peux te souhaiter de mieux, c'est une bonne IRM tout à l'heure. Déjà, te prévenir, parce que j'en ai fait aussi, que tu ressors ben, en disant c'est bon, j'ai fait l'IRM, j'ai fait l'étape 1. Maintenant, il faut que le spécialiste il l'analyse, Ouais. donc le mercredi. Et, et puis peut-être, je sais pas, bonne surprise, il t'envoie un message le lundi ou il t'appelle le lundi parce qu'il a 15 minutes et puis voilà, on sait pas, on peut pas prévoir. Mais je prendrai tes nouvelles mercredi. En tout cas, je te remercie sincèrement du fond du cœur, Clément, pour avoir partagé toute ton expérience. Je pense que tu as encore un bel avenir devant toi. Je pense qu'on est dans la fleur de l'âge, donc il faut qu'on en ait conscience que tout ne s'arrête pas maintenant. Tu vas encore pouvoir faire des belles courses, tu vas encore pouvoir faire des podiums, tu vas pouvoir gagner des courses. Clairement, c'est tout ce que je te souhaite. Et puis J'espère. que si un jour tu reviennes sur ce trail, peut-être avec des belles conditions, bah voilà, tu puisses aller chercher ton podium. Parce que je pense qu'en trail aussi, ouais, tu as du potentiel. Et peut-être même une fois, tu te diras, allez, cette fois c'est une saison de trail et puis ça sera des petits triathlons à droite à gauche pour le plaisir. On sait pas. C'est un point Ouais, tu te poses la question. dangereux pour l'instant, un peu sensible. Ouais. Non, mais voilà. En tout cas, je sais pas si tu as un petit dernier mot pour aussi peut-être remercier certaines personnes ou passer un certain message. Bah, déjà, merci à toi d'avoir l'opportunité de discuter de ce syndrome où Mhm, très peu de sportifs professionnels veulent en parler. mhm. Et puis je pense que le message le plus important, c'est genre juste de respecter sa santé et son corps, parce qu'au final, on n'a qu'une santé, on n'a qu'un corps, Ouais, et je pense que ça doit passer avant n'importe quelle performance ou n'importe quel défi. ouais. Bah c'est très juste. Je valide à 100% tes paroles. Donc vraiment un grand merci. On se reverra très prochainement, je pense, dans un podcast. Peut-être à la fin de ta saison, en débrief de saison, ça pourrait être cool. Avec plaisir. Et voilà, maintenant, je vous remercie aussi pour l'écoute, d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner. C'est aussi comme ça que vous pouvez voir toutes les vidéos qui sortent pour l'instant toutes les 2 semaines. Et puis, on se dit à très vite sur un nouveau podcast. Ciao!